Good day. Today's video is going to be extremely short. Bonjour. because I have La vidéo d'aujourd'hui sera extrêmement courte parce que j'ai peu de temps. La famille allemande de mon épouse, qui nous accueille ici avec une très grande générosité, a organisé pour nous et pour notre famille toute une série d'événements très agréables et intéressants ici en Allemagne. Cela me laisse très peu de temps pour faire une émission. Je vous prie de m'en excuser. Je pense pouvoir faire demain une émission de la durée habituelle, comme il se doit. Quoi qu'il en soit, compte tenu de cela, je vais aller droit au but. Je vais revenir sur le sujet de la vaste série de frappes menées hier par les Russes contre Kiev. Et le fait le plus extraordinaire concernant cette attaque, c'est qu'elle s'est poursuivie encore et encore, toute la nuit et pendant une grande partie de la journée suivante. Un nombre énorme de missiles, de tous les types. Des missiles hypersoniques Zircon, des missiles balistiques Iskander et soi-disant des missiles nord-coréens KN-23. ballistic missiles, allegedly North Korean KN-23 missiles, air-launched subsonic KH-1. Des missiles KH-101 subsoniques lancés depuis les airs et de très grandes flottes de drones ont tous frappé des cibles à Kiev en très grand nombre. Il est très difficile de se faire une idée du nombre total de missiles et de drones utilisés. J'ai dit hier dans mon émission qu'il semblait qu'environ 50 missiles avaient été utilisés. De toute évidence, c'était clairement beaucoup plus que cela. Certains rapports parlent de 70 missiles. Je ne serais pas surpris que ce soit nettement plus compte tenu de la durée de la frappe. Et bien sûr, aujourd'hui, il est très difficile de donner ne serait-ce qu'une estimation, parce que les Ukrainiens ne nous donnent aucun chiffre sur les missiles. Et, bon, les chiffres que les Ukrainiens nous donnaient auparavant n'étaient probablement pas fiables et ne devaient pas être pris trop au sérieux. Mais au moins, ils nous donnaient un ordre de grandeur sur lequel nous pouvions nous appuyer. At least they gave us a ballpark figure that we could work with. Now, of course, since they have effectively no air Maintenant, bien sûr, puisqu'ils n'ont pratiquement aucune défense aérienne, ils ne peuvent pas nous dire combien de missiles ont été lancés au total. Ils ne nous diront pas combien de missiles ont été lancés au total. Zelensky a réagi avec beaucoup de colère à cette attaque russe de drones et de missiles. Il a déclaré que les Ukrainiens allaient riposter, qu'ils allaient lancer une attaque de représailles massive contre les Russes. La loi d'airain de cette guerre, en réalité, c'est que quelle que soit l'attaque lancée par les Ukrainiens, les Russes la dépassent de plusieurs ordres de grandeur. Comme je l'ai évoqué il y a quelques jours dans une émission, un responsable ukrainien à la retraite a déclaré à The Economist que c'était comme jouer contre l'équipe de football du Brésil. Sans doute pas l'équipe brésilienne d'aujourd'hui, mais l'équipe du Brésil, avec des gens comme Pelé et tout ça. The Brazilian football team, people like Pelé and all of that, you celebrate when you score 3 goals and Vous vous réjouissez quand vous marquez 3 buts, et vous passez sous silence le fait, vous ignorez le fait, que l'autre camp en a marqué 13. Donc, je soupçonne que cela va être de plus en plus le cas avec les Ukrainiens. Or, un article publié dans The Atlantic nous a donné un aperçu du genre de plan que les Ukrainiens élaborent. Il nous a aussi fourni quelques indications sur ce que l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, envisageait apparemment à un moment donné cette année, au début du printemps, semble-t-il. Alors même que les Ukrainiens affirmaient avoir arrêté les Russes net, avoir mis en place ce mur de drones quasiment impénétrable que les Russes ne parvenaient pas à franchir, et gagner la guerre sur le plan logistique en perturbant la logistique de l'armée russe. logistically by interrupting the Russian army's logistics. They were already planning Fyodorov. Fyodorov préparait déjà, ce qu'il a tenté de vendre à Zelensky comme la stratégie qui permettrait de gagner la guerre d'un seul grand coup, un coup de grâce. Et ce coup de grâce consistait à utiliser des milliers de drones ukrainiens pour fermer les aéroports de Moscou. Des milliers de drones guidés par l'intelligence artificielle, apparemment indépendants, donc du contrôle d'opérateurs humains.
qui fermerait les aéroports autour de Moscou et interromprait les vols au départ de Moscou. C'était censé être le coup fatal. Cela devait choquer les oligarques à Moscou. It would shock the oligarchs in Moscow. It would unite them against Putin. It would mean that Cela les unirait contre Poutine. Cela voudrait dire qu'ils se sont réunis et qu'ils ont dit à Poutine que la guerre devait prendre fin, même si cela signifiait accepter les conditions de l'Occident et de l'Ukraine. Et Zelensky, le régime de Kiev et les puissances occidentales en sortiraient victorieux. Selon l'article de The Atlantic, Zelensky a rejeté le plan. Il craignait que l'envoi de drones reposant uniquement sur un guidage par intelligence artificielle ne crée les conditions d'un horrible accident impliquant des civils, ce qui causerait un énorme embarras politique à l'Ukraine. Il a donc rejeté le plan. for Ukraine, so he rejected the plan. Fyodorov and others supposedly came forward. Fyodorov et d'autres auraient proposé diverses modifications de ce plan. Il aurait été suggéré à Zelensky de prévenir les Russes à l'avance de ces tempêtes, de ces essaim de drones qui allaient fermer les aéroports, et que cela, en soi, suffirait à exonérer les Ukrainiens de toute responsabilité si quoi que ce soit tournait mal. Eh bien, je dois dire tout de suite que rien de tout cela n'a le moindre sens pour moi. À aucun moment de la guerre, je n'ai connaissance d'un seul cas où Zelensky aurait refusé une occasion de gagner la guerre par souci des civils. Et là, je choisis mes mots avec soin. Here I am choosing my words carefully. I suspect that if there were any objections, Je soupçonne que s'il y a eu des objections à ce plan, des objections sérieuses, elles sont venues de deux côtés. Du général Syrski, qui était alors le chef militaire, et des militaires en uniforme, ainsi que des Américains. Les militaires auraient dit à Zelensky que ce plan n'atteindrait pas les objectifs que Fyodorov lui prête, qu'il n'y avait absolument aucun moyen concevable que les aéroports de Moscou soient réellement fermés, comme nous l'avons vu et comme je l'ai évoqué dans de nombreuses émissions désormais. Les défenses aériennes russes autour de Moscou deviennent de plus en plus impénétrables. are becoming increasingly impenetrable. And the same would be true of the Il en irait de même pour les aéroports et pour l'espace aérien qui les entoure. Cela pourrait prendre un peu de temps aux Russes, mais ils finiraient par mettre au point, et même assez rapidement, des avions adaptés, ainsi que des défenses efficaces pour protéger les aéroports contre ce type d'essaim de drones. C'est le premier point. Donc, dirait Syrski, ce serait une nouvelle diversion massive par rapport à ce qu'il faut vraiment faire dans cette guerre. Intensifier la mobilisation, rassembler davantage d'hommes et désormais aussi des femmes à travers toute l'Ukraine, puis les envoyer sur la ligne de front pour combler les brèches de plus en plus grandes qui s'y ouvrent. gaps that are appearing there. That what Zelensky is, what Fyodorov is proposing is another. Ce que propose Fyodorov, c'est un autre détournement massif de ressources par rapport à cet objectif principal, qui est de contenir les avancées russes, de plus en plus dangereuses. Et cela, je le soupçonne, a été l'une des sources d'opposition à ce plan, qui a peut-être contribué à le freiner. L'autre source possible d'opposition se trouve probablement aux États-Unis. Pas, soyons clairs, du côté des agences qui ont constamment soutenu la guerre en Ukraine au sein de ce qu'on pourrait appeler l'État profond américain. Mais chez certaines personnes à la Maison-Blanche de Trump. Eh bien, certaines d'entre elles ont été sceptiques à l'égard de cette guerre depuis le début, comme je l'ai appris en détail lorsque j'étais récemment à Chattanooga. J'ai parlé à des gens qui sont en mesure de le savoir. I spoke to people who are in a position to know about this. They too believe that this is a massive diversion. Eux aussi estiment qu'il s'agit d'un énorme détournement de ressources américaines, que cette guerre consume des équipements militaires américains nécessaires dans d'autres domaines prioritaires, et que pour cette raison, il est impératif de mettre fin aux livraisons sans fin et au détournement incessant des ressources américaines. Mais au-delà de cela, ces gens ont déjà été très durement embarrassés
par la façon dont des frappes reposant trop fortement sur l'IA ont causé d'importantes pertes civiles en Iran. Bien sûr, nous avons connu plusieurs événements similaires dans le conflit en Ukraine, probablement avec l'attaque du dortoir de Starobilsk, dans la région de Luhansk. Et ces gens conseillent sans doute à la Maison-Blanche. Nous n'avons pas besoin d'un autre événement comme celui-là. Un avion de ligne, un avion civil, détruit à Moscou. Des centaines de personnes, des civils, tués à l'aide d'un drone qui dépend de la technologie d'intelligence artificielle américaine. Il y a donc peut-être eu des objections de la part de ce groupe relativement restreint de personnes à la Maison-Blanche et dans l'administration, qui, comme je l'ai dit, je sais qu'il existe. Mais c'est le point essentiel. Je ne pense pas qu'aucune de ces objections suffira à empêcher les Ukrainiens de tenter de faire cela. Parce que bien sûr, quand Fyodorov l'a proposé, au printemps et au début de l'été dernier, la situation en Ukraine était déjà très mauvaise. Mais elle n'était pas aussi mauvaise qu'elle l'est aujourd'hui. À cette époque-là, nous n'avions pas la fermeture de la mer Noire, le blocus russe de la mer Noire. Nous n'avions pas l'effondrement progressif et de plus en plus marqué de l'économie ukrainienne, auquel nous assistons aujourd'hui. Nous n'avions pas encore vu les opérations d'assaut à Orekov et Dobropilia que nous observons en ce moment. En effet, ce matin encore, Souriak, l'un des cartographes les plus prudents en Occident, prudent au sens où il est méticuleux et rigoureux, je tiens à le préciser, admet désormais, reconnaît, qu'il y a des troupes russes à Nikolaevka, près de Slaviansk, et qu'il y a probablement des troupes russes à proximité de la centrale thermique de Slaviansk qui l'ont peut-être infiltré. Autrement dit, la situation là-bas se dégrade bel et bien et devient plus difficile pour les Ukrainiens. Et Nikolaevka elle-même devient désormais de plus en plus difficile à tenir pour eux. Nous avons donc déjà la crise à Orekov, dont j'ai longuement parlé dans mes 2 dernières émissions. Une crise tout aussi grave à Dobropilia, et même à certains égards encore plus grave. Et maintenant, il semble que nous assistions à l'émergence d'une crise à Nikolaevka et à la centrale thermique de Slaviansk, autrement dit dans la région de Slaviansk. Rien de tout cela n'existait lorsque Fyodorov a formulé cette proposition pour la première fois. Et bien sûr, la ville de Konstantinovka était encore disputée à ce moment-là. Les Russes ne l'avaient pas encore entièrement prise. Les objections à ce plan avaient donc probablement davantage de poids lorsqu'il a été proposé pour la première fois qu'elles n'en ont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la situation est bien plus désespérée pour l'Ukraine qu'elle ne l'était lorsque Fyodorov a élaboré ce plan au printemps dernier. Et la règle de fer dans cette guerre, encore une fois, c'est que lorsque la situation paraît désespérée, le gouvernement ukrainien, Zelensky et ses proches réagissent avec virulence, tout comme leurs soutiens occidentaux. Et bien sûr, il y a autre chose qui est censé arriver. Les Ukrainiens auraient, paraît-il, un nouveau missile balistique qui serait supposé avoir une portée suffisante pour frapper Moscou même. Il est censé entrer en service en octobre. Il serait censé être l'équivalent du missile russe Iskander-M. Je suis certain qu'il n'en est rien. C'est probablement un missile balistique qui a la portée nécessaire pour atteindre Moscou. Mais là encore, je ne doute pas que les défenses aériennes russes, ces S-400 et ces S-500, seront capables de défendre Moscou efficacement contre ce missile. Mais on peut imaginer assez prochainement, à l'automne, une offensive combinée de drones visant à couper les aéroports de Moscou, ainsi qu'une offensive de missiles balistiques contre Moscou même. À mon avis, ce sera le dernier grand coup de l'Ukraine.
Je pense que, sur tous les autres plans, les réserves sont désormais réellement épuisées. Je ne pense pas qu'il y ait un grand nombre de réservistes ou de personnes qui puissent être mobilisées. Je pense que les tensions sociales provoquées par le fait d'arracher des gens dans la rue atteignent désormais des niveaux insupportables. Et de plus en plus, les Ukrainiens parlent de mobiliser les femmes. Cela nous indique que le vivier de main-d'œuvre mobilisable en Ukraine, est désormais presque épuisé. Je pense qu'il existe des obstacles juridiques insurmontables à l'idée de contraindre des hommes ukrainiens déjà présents en Europe à retourner en Ukraine. Et je pense que, même si cela devait se produire, cela ne résoudrait toujours pas les problèmes d'effectifs, pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles je reviendrai plus en détail dans de prochaines émissions. Mais, cumulativement, dans l'ensemble, je pense, comme je l'ai dit, que nous sommes désormais dans une situation où, en réalité, l'Ukraine manque de plus en plus d'autres options militaires pour soutenir la guerre. Cela peut expliquer pourquoi, encore une fois, Zelensky profère de nouvelles menaces et formule davantage d'exigences à l'encontre des Russes, en exigeant une fois de plus qu'ils s'assoient pour discuter. Cela explique aussi pourquoi les Américains, en particulier, semblent chercher une voie pour négocier avec les Russes, et pourquoi les Européens, ou du moins certains gouvernements européens, envisagent déjà ces possibilités. Parce qu'ils comprennent tous que les limites de ce conflit vont très bientôt être atteintes. Enfin, ce n'est pas le point de non-retour. Je pense que nous l'avons franchi il y a longtemps. Mais selon leur propre conception, c'en est probablement un. Mais les Russes réagissent déjà. Nous avons eu de nouvelles déclarations du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Mais nous avons aussi eu d'autres commentaires similaires de la part d'Ushakov, conseiller de Poutine, et de Peskov, porte-parole de Poutine. Ils disent tous que si des représentants viennent à Moscou, si des gens se rendent à Moscou avec des propositions raisonnables, alors les Russes les examineront et les écouteront certainement. Mais Ryabkov a ensuite précisé très clairement ce que sont ces propositions raisonnables. Ce sont des propositions qui prennent en compte toutes les exigences de la Russie et qui reflètent la situation militaire sur le terrain. En réalité, ce que la Russie exige, c'est que l'Occident et l'Ukraine capitulent, pas la Russie. Et étant donné, comme je l'ai dit, que les Russes sont en train de gagner la guerre, cela ne devrait évidemment pas nous surprendre. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est ce que nous allons voir au cours des prochaines semaines. Nous allons assister à une crise opérationnelle grandissante pour les Ukrainiens dans le Donbass. Il est très probable que nous voyions l'encerclement d'un grand nombre de troupes ukrainiennes dans les villes du Donbass, Sloviansk, Kramatorsk et d'autres. On parle probablement ici de dizaines de milliers d'hommes, et non des 2 ou 3 000 que nous avons vus lors d'autres encerclements auparavant. Nous allons probablement voir la chute d'Orekov, avec de très lourdes pertes, et l'armée russe progresser jusqu'à la ville même de Zaporozhye. Mais nous allons voir une attaque renouvelée et soutenue contre Moscou, contre les aéroports, contre la ville elle-même, cette fois avec des missiles balistiques. Je pense que les Russes savent parfaitement que tout cela arrive. Je pense qu'ils s'y préparent. Je pense que ces tours que nous avons vus, que les Russes construisent avec des stations radars et des missiles Pantsir, des systèmes de défense ponctuels, sont mis en place en prévision de cette attaque. Je pense que l'attaque échouera. Je pense que les Russes sont désormais d'humeur implacable. Et je pense qu'une fois cette crise terminée, eh bien, nous serons dans une situation où même l'Occident devra admettre que la situation en Ukraine se dégrade et se dégrade rapidement.
and downhill fast. Now, just to finish, once that happens, Pour conclure, I still une fois que cela se produira, je ne pense toujours pas que nous aurons des négociations entre l'Occident et les Russes sur des conditions qui ressembleraient de près ou de loin à celles que les Russes accepteraient. Peut-être, éventuellement, s'il y a des élections anticipées en Allemagne et qu'un gouvernement de l'AfD ou quelque chose d'approchant arrive au pouvoir à Berlin, cela pourrait changer la donne. Mais nous n'en sommes pas là. Et je ne pense pas que les Russes fassent des plans en partant de cette hypothèse. Donc, en supposant que les structures politiques actuelles restent au pouvoir en Europe, je pense que nous ne verrons pas de fin négociée à la guerre. Je ne pense pas que Zelensky soit intéressé par une fin négociée de la guerre, quoi qu'il se passe sur les champs de bataille ou dans la guerre aérienne. Donc, l'échec de cette offensive de drones et de missiles balistiques contre Moscou ne mettra pas fin à la guerre. In Moscow is not going to end the war. It's merely going to set the scene for further Russian. Cela ne fera que préparer le terrain à de nouvelles avancées russes, face auxquelles tout le monde comprendra que les Ukrainiens, à eux seuls, ne peuvent pas l'emporter. Et ce sera alors le moment de la crise la plus grave. Parce que c'est à ce moment-là que le débat va s'ouvrir, surtout en Europe, sur la question de savoir si les Européens doivent intervenir activement, directement dans la guerre, pour empêcher une victoire russe. Et je dois dire que je pense qu'il y aura en Europe des gens pour défendre cette voie. Il y a un article très inquiétant, je l'ai trouvé franchement paranoïaque, dans le dernier numéro de The Spectator, en Grande-Bretagne. Il affirme que l'Occident ne peut pas laisser la Russie et la Chine gagner. Cet article est écrit par un journaliste allemand. Enfin, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé extrêmement inquiétant. I mean, as I said, I found it extremely disturbing. I found it so wrong in so many. J'y ai trouvé tellement de choses fausses, à tellement d'endroits, qu'il me faudrait une éternité, plus d'une émission, pour l'analyser et montrer en quoi c'était faux. Certaines choses qui étaient dites sur la Grèce et sur le rôle de la Grèce dans la création de la civilisation occidentale m'ont vraiment offensé. Cette personne estime que cette civilisation doit non seulement être défendue avec succès, mais qu'elle doit, au bout du compte, l'emporter dans ce gigantesque affrontement géopolitique. Je pense que cela déforme complètement l'histoire grecque, ainsi que l'histoire de ma propre ville, ma ville natale, Athènes. Mais passons. Quoi qu'il en soit, le point essentiel, c'est que les personnes qui pensent comme l'auteur de cet article, qui voient ce conflit avec les Russes au sujet de l'Ukraine, dans des termes aussi existentiels, sont presque certaines de répondre à la perspective d'une victoire russe en réclamant une escalade extrême. With demands for extreme escalation. And unfortunately, they do have traction. Et malheureusement, ils trouvent un écho. Ils ont de l'influence au sein des gouvernements occidentaux et auprès d'une certaine partie de l'opinion publique européenne. Nous ne devons pas supposer que ces personnes, aussi fanatiques soient-elles, si je peux les qualifier ainsi, peuvent simplement être ignorées. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera le moment du danger extrême. Cela arrivera probablement vers la fin de l'automne ou le début de l'hiver. Il y aura des discussions déchirantes. L'Union européenne a tendance à organiser beaucoup de réunions à cette période, tout comme l'OTAN. Et des réunions de Ramstein, du groupe de soutien à l'Ukraine, auront lieu vers la fin de cette année. Amongst the Ukraine supporters group at the end of this year. And I, for one, would not be surprised. Et moi, personnellement, je ne serais pas surpris que l'on commence alors à parler d'une intervention militaire occidentale active dans le conflit en Ukraine et que cette idée soit poursuivie à ce moment-là. Voilà donc où nous en sommes actuellement. C'est ici que je vais conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous le rappelle une fois encore, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Local, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant sur notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne.
Merci encore. À très bientôt. Passez une excellente journée. Again, more from me soon. Have a very good day.